Ouais, comme on l'avait vu à Tinzawaten, hein, il y a presque un an, je crois, mais c'est clair que tout l'armement que l'Union européenne et les Américains ont déversé sur l'Ukraine se retrouve au Sahel. Et par quelle magie, on ne le sait pas. Et n'oublions pas qu'il y avait sur RTL le confrère Georges Malbruno qui avait révélé comment la DGSE et la France finançaient et armaient les groupes armés terroristes dans le Sahel pour attaquer l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali. Et si l'on ajoute à cela le jeu trouble que jouait l'Algérie, où son territoire servait de base arrière pour les patrons du FLA, donc Agali. Donc, ce sont ces gens-là. C'est plutôt le GNIM. Oui, le GNIM plutôt. Et ce sont ces pays tout autour, avec les puissances occidentales, dont l'Ukraine, dont la France, et les supplétifs régionaux, comme la Mauritanie, l'Algérie, et peut-être des armements venus du Tchad. Ce sont ces gens-là qui armaient les groupes terroristes pour attaquer, en réalité, les pays de l'AES. Donc, il n'est pas étonnant, par exemple, que ces groupes terroristes-là utilisent des drones FPV, par exemple, ou bien des drones d'attaque. Il n'est pas étonnant de les voir utiliser des mortiers, des blindés, des pick-up. Parce que dans cette zone-là, on sait qu'aucun de ces pays ne fabrique des drones. Aucun de ces pays ne fabrique des mortiers. Par quelle alchimie on retrouve des mortiers dans le Sahel, dans le désert, si ce ne sont pas les puissances occidentales qui ont accès à d'autres territoires en dehors? Parce qu'avant, il était difficile, par exemple, aux femmes de surveiller leur ciel, puisqu'il y avait les forces occidentales, françaises, qui empêchaient les femmes de pouvoir contrôler leur ciel. Mais depuis lors qu'avec les Russes, ils ont pu sécuriser leur ciel, il est évident, alors que tout le matériel militaire arrive quelque part quand même, dans les pays frontaliers, dans la Mauritanie, dans des zones non contrôlées, en Algérie, dans le désert algérien, que ces matériels arrivent là pour alimenter le stock militaire des voyous terroristes qui endeuillent l'AES. Donc, on n'est pas étonné aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un secret de polichinelle pour cette jeunesse africaine engagée aujourd'hui. C'était un secret de polichinelle que c'était les puissances occidentales, dont la France, dont l'Algérie, qui est une puissance régionale africaine, et dont la Mauritanie jouait des jeux de troubles pour financer et aider les terroristes à prendre le nord. Parce que n'oublions pas, comme disait Luc tout à l'heure, derrière toutes ces stratégies géopolitiques, il y a quand même le volet économique qu'il ne faut pas oublier. Parce que l'instabilité au Mali servait quelque part l'Algérie, qui pouvait puiser à volonté dans le pétrole, dans le gaz, sur le sol malien. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que cette guerre-là s'arrête pour que le Mali puisse sécuriser non seulement son territoire, mais sécuriser aussi ses ressources naturelles du sous-sol. Luc, pour mener une offensive de cette envergure, avec des assauts simultanés, du carburant, des munitions lourdes, payer les groupes terroristes, d'où proviennent les flux logistiques? Quelles sont les bases arrières géographiques qui permettent encore à ces groupes de reconstituer leurs forces si rapidement? Je ne sais pas s'il importe encore de mener un débat sur les sponsors, sur comment ces gens arrivent à s'armer, à se former surtout, parce que les nouveaux équipements dont nous parlons nécessitent forcément une formation aiguë, assidue, pointue. Et donc, si les terroristes qui n'ont pas fait l'armée, qui se retrouvent dans une armée informelle, ont cette capacité-là, forcément, ça vient de ceux-là qui sont donc les créateurs ou les inventeurs de ces outils-là. Et donc, on a toujours parlé, je pense que la France en parle plus, les Français, je veux dire, même si l'élite dirigeante française nie toujours, vous savez, il est difficile de cacher le soleil avec la main, le feu avec la main. Nous savons tous, et ils savent aussi qu'en tout cas, ils jouent un rôle pernicieux dans nos pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il suffit d'être cohérent, d'avoir la suite dans les idées pour se comprendre que celui-là qui nous a toujours pris pour ennemis, pour des vauriens, des vassaux, des sous-hommes, et qui a mis le principe de nous exploiter, de faire en sorte qu'on soit utilisé comme des animaux, tout simplement pour des raisons d'hégémonie, d'influence, d'impérialisme, etc., n'a jamais changé de logiciel. Donc, si aujourd'hui, ces équipements qu'il fabrique chez lui se retrouvent chez nous, dans le sens de nous déstabiliser, pourquoi on devait encore se poser des questions sur d'où cela vient? Ce qui est en fait déplorable, c'est le fait que des pays voisins puissent servir de base arrière et rentrer dans le complot en vue justement de démolir tout un système des voisins. Et ça, c'est très grave et c'est un acte d'inintelligence parce que après qu'on réussit à démolir le voisin, ce sera ton tour. Puisque justement, l'impérialiste ne fait pas de distinguo. Aujourd'hui, il a besoin de toi pour pouvoir atteindre ton voisin. Mais dès qu'il l'aura atteint, mais attends, ce sera ton tour.
puisque lui, il ne vit que par l'impérialisme, par l'influence, par le pillage, par le sabotage, etc. Et donc, ça veut dire que l'intelligence impose aux pays voisins, justement, des pays de l'AES, de comprendre qu'ils ont tout intérêt à composer et à faire en sorte à créer un bloc. Et je crois que c'est le défi que l'Afrique a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais salué le dégel des relations qui étaient aussi tendues entre l'Algérie et le Mali. J'espère qu'il y aura donc de la sincérité et qu'ils auront compris que, écoutez, personne n'a intérêt à entretenir des relations conflictuelles parce qu'en fait, l'ennemi ne fait que les utiliser, les manipuler, voilà, pour leur cogner la tête l'un contre l'autre, tout simplement. Avant de revenir, peut-être conclure avec le dégel des relations avec l'Algérie, je voudrais qu'on parle un peu de la situation sur le terrain. Les forces maliennes estiment avoir contrôlé la situation. Est-ce que les combats continuent? Les terroristes sont-ils définitivement en déroute? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux aujourd'hui, c'est que les FAMA, aidés par l'Africa Corps, contrôlent entièrement la ville d'Anefis, Sévaré, Kidal. Et les terreaux sont en déroute. Eux-mêmes, ils l'ont annoncé pour une première fois, ils ont annoncé leur défaite. Ça veut dire l'ampleur du dégât subi. Parce que, généralement, ils sont dans la propagande perpétuelle pour laisser croire, pour faire croire à l'opinion et pour saper le moral des habitants de l'AES qui sont en supériorité au niveau du terrain. Mais cette fois-ci, depuis le 8 juillet, eux-mêmes, ils ont annoncé qu'ils se sont repliés. Donc, c'est une capitulation. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus douter que l'armée malienne contrôle entièrement le territoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone de conflit. Parce que dans leur repli, dans leur fuite, ils vont quand même s'accaparer de quelques villages, ils vont essayer de saboter, de placer des mines. Donc on assiste aujourd'hui à ce phénomène où on traque aujourd'hui les terroristes qui sont en déroute, qui sont en fuite. Cela ne veut pas dire que tout le territoire est protégé. Ils ont placé des mines un peu partout parce que je disais hier quelque part que l'armée est en train de faire du déminage dans certains endroits de Anefis, dans certaines parties de cette zone-là, ils sont en train de faire du déminage, y compris jusqu'à Kidal. Donc aujourd'hui, il existe encore des poches de résistance de ces terroristes, mais l'armée arrive quand même à sécuriser l'essentiel de cette zone-là qui est Anefis, Sévaré, Gao et Kidal. Cela ne veut pas dire que les combats sont totalement finis, mais l'armée a pris le dessus sur les terroristes. Il ne va rester que des actes d'incursion désespérés, tout simplement. Des gens qui sont désaxés, déroutés, désorientés complètement. Il leur reste quoi? Si ce n'est de faire un peu de sensationnel et donc faire des actes de sabotage, harceler autant que possible les FAMA pour ne pas les laisser dans une certaine forme de quiétude, tout simplement. Mais pour l'essentiel, à partir de l'instant où l'administration est présente dans toutes les villes du Mali et que cette administration est sécurisée, etc., la population peut circuler plus ou moins bien. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un travail remarquable qui a été fait comparativement à la situation qu'il y avait avant l'arrivée justement de l'équipe dirigeante actuelle. Pour moi, c'est un miracle tout simplement. Parce que vous savez que presque 60 à 70% du territoire, en tout cas malien, était presque pris par le terrorisme. Il n'y avait pas de sécurité, de stabilité, etc. Si en moins de 5 ans, une équipe dirigeante arrive à reconstruire non seulement l'armée, mais à mettre sur pied un rouleau compresseur qui traque les terroristes jusqu'à ce niveau de débandade actuel, on ne peut que saluer cela. Ça veut dire qu'en fait, si ce n'est pas qu'il y a justement ces sponsors malveillants, vraiment méchants et cruels, qui comptent sur le terrorisme aujourd'hui pour encore mettre pied dans ces pays du Sahel, ça veut dire qu'en réalité, le terrorisme n'existerait plus dans les mois à venir, vu le travail scientifique, rigoureux et chirurgical qui est en train d'être opéré par les pays de l'AES. Malheureusement, les Occidentaux, ils ne jurent que par le terrorisme parce qu'ils ont fini la traite négrière, ils ont fini la colonisation, ils sont dans le néocolonialisme. Malheureusement, il y a un travail d'éveil des consciences qui fait qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'être dans une action catalytique en utilisant justement des gens qui ne sont pas éveillés, qui sont manipulables, qui peuvent être endoctrinés et qui vont jouer justement ces genres d'actes de sabotage de nos États. Oui, il faut préciser une chose, c'est que les têtes pensantes du JNIM et du FLA ont été atteints. Et hier, j'ai fait un petit travail pour recenser les noms de ces dirigeants-là qui ont été vraiment atteints. Donc, il y a le patron du JNIM, il y a Agali qui a été blessé selon plusieurs sources et selon l'armée même, selon les FAMA. Il y a Mbarek Akli qui a été neutralisé, qui est l'adjoint de Agali qui a été neutralisé. Il y a Abderrahman Zaza neutralisé. Intaria Ag Bobo neutralisé, Intari Ag Azare éliminé également. Donc ce sont vraiment les têtes pensantes
du FLA et du JNIM. Donc, une fois que vous n'avez plus de tête pensante, comment est-ce que vous pouvez vous réorganiser? C'est là où moi j'ai espoir que les FAMA et les Russes vont gagner cette bataille-là, cette guerre-là contre le terrorisme. Parce qu'il est difficile pour ces terroristes-là de renouveler leur instance dirigeante. Et ça va peut-être devenir une guerre entre eux. On a vu comment ça s'est passé avec Boko Haram lorsque sa tête a été décapitée. Ça s'est transformé non plus en une idéologie, mais en voyoucratie, où ce sont des gens qui vont aller attaquer, par exemple, de bonnes personnes pour prendre leurs biens, qui vont attaquer des banques, qui vont attaquer des écoles, etc., pour recruter. Or, l'idéologie de Boko Haram, au départ, ce n'était même pas ça. Donc, moi, je pense qu'en éliminant les têtes pensantes, et justement, lorsque l'Algérie, qui a toujours un lien historique et géographique avec le Mali, a compris que déjà lors de la guerre, des rapports conflictuels entre l'Algérie et le Maroc, depuis Modibo Keïta, c'est au Mali qu'ils sont venus régler les différends entre l'Algérie et le Maroc. Et ils ont une longue frontière géographique. Comment ne pas s'entendre? Lorsque Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir, il avait une maison à Bamako et venait séjourner à Bamako. Donc ce sont des liens historiques qui sont quand même là, qu'on ne peut plus négliger. Donc je pense qu'aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune a compris que l'intérêt de l'Algérie n'est pas de soutenir par exemple l'imam Diko, qui a des velléités guerrières avec le Mali. L'intérêt, ce n'est plus de soutenir Agali, qui endeuille chaque fois le Mali. Donc l'intérêt, c'est plutôt d'avoir de bonnes relations pour pouvoir sécuriser les frontières de part et d'autre. N'oublions pas que dans les années 90, l'Algérie avait souffert du terrorisme à travers le FIS, le Front Islamique du Salut, et qui avait endeuillé tout le pays. Mais aujourd'hui, si par exemple, il y a une rébellion, ou bien le FIS qui renaît, et qui a pour base arrière Kidal, ou bien le Mali, est-ce que l'Algérie serait d'accord avec ça? Donc c'est pour ça que moi j'ai vu à travers le nouveau positionnement des relations diplomatiques entre Alger et Bamako, une très bonne nouvelle qui permettra aux deux pays de mettre enfin un terme au regard de l'histoire, comme je venais de le rappeler, avec déjà Modibo Keïta qui a essayé de régler le problème algéro-marocain, déjà avec Abdelaziz Bouteflika qui avait sa demeure à Bamako. Je crois que les deux pays ont intérêt. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur les lauriers, même s'il y a les ambassades qui seront ouvertes de part et d'autre. Il ne faut pas dormir sur les lauriers. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait le président de Tizewaten avec le drone malien qui avait été abattu sur le sol malien par l'armée algérienne. Donc il ne faut pas oublier non plus la salve du Premier ministre par intérim d'alors, Maïga, contre l'Algérie, qui l'a accusé à la tribune des Nations Unies ouvertement de supporter les terroristes contre son pays. Donc il y a tout cela qu'il faut maintenant essayer de calmer pour aller vers de nouveaux rapports. Et ce qu'il faut saluer là-bas aussi, c'est que l'Algérie ne peut pas être en bon terme avec le Niger, du général Abdourahmane Tiani, avec le capitaine Ibé, et ne pas être en bon terme avec Bamako, parce que ce sont les trois pays qui forment l'AES. On ne peut pas le faire. Et qui plus est encore, ils ont encore moins un partenaire stratégique qui est la Russie. Donc on ne peut pas être à la fois avec la Russie, avec le Niger, avec le Burkina Faso et avoir des vérités guerrières avec le Burkina. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre de plusieurs sources que si ce rapprochement a eu lieu aujourd'hui entre l'Algérie et Bamako, c'est grâce à Vladimir Poutine qui a envoyé quand même son ministre des Affaires étrangères dans la région au Niger, puis après à Alger pour essayer de calmer la situation, pour renouer avec de bons rapports. Parce que l'ennemi commun, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour les États de l'AES, l'ennemi commun, c'est l'impérialisme occidental. Louis Kabaki, ça fait une bonne nouvelle pour les forces armées maliennes, en dehors des têtes terroristes qui ont été décapitées, la bataille qui a été gagnée à Néfis, ce rapprochement entre le Mali et l'Algérie, est-ce que ça peut contribuer véritablement à amoindrir les forces des groupes terroristes qui Oui, je pense que j'avais déjà effleuré cela en disant que je crois que les terroristes ont compris qu'il y avait une menace en amont parce que leur soutien essentiel, en tout cas territorial et tout, risquait de les lâcher. Puisque c'est quand même un secret de polichinelle que de dire que l'Algérie hébergeait l'essentiel des meneurs donc du terrorisme dans le Sahel. Et aujourd'hui, si après ces deux attaques phares, c'est-à-dire du 25 avril et donc de ce juillet-là, l'Algérie reste finalement dans la nouvelle posture qui consiste à restaurer les relations diplomatiques avec le Mali, je considère que c'est la fin d'un soutien vraiment malveillant et néfaste. Non seulement pour le Mali et le Niger et le Burkina Faso, mais pour l'Algérie elle-même. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes un soutien des terroristes, alors que le terrorisme, c'est un acte contre nature. C'est un acte qui
qui entament la vie humaine et qui sabotent toutes les règles du vivre ensemble, etc., ça veut dire que toi-même, en fait, tu n'es pas en confiance. Et je pense que c'est important pour ces deux pays-là de rester maintenant dans la sincérité. Parce qu'il y a le langage diplomatique, il y a le langage politique, mais il y a des actes aussi en deçà. Et je pense que leurs actes parleront beaucoup mieux, beaucoup plus. Et donc, si eux, ils ont bien compris que les liens de voisinage doivent être préservés, entretenus et même promus, s'ils ont compris que les deux ont des intérêts à partager, et c'est à partir justement de cette entente mutuelle qu'ils peuvent se développer et qu'ils peuvent vraiment avoir une voix qui porte. S'ils ont compris cela, alors on ne peut que se féliciter et se dire que l'essentiel du mal qui règne en triomphe dans les pays de l'AES sera donc démoli à partir de ce moment-là. Ça, c'est notre espoir et donc on ne pourra que les célébrer demain du fait qu'ils ont pris de la hauteur, même s'il a fallu les y pousser par justement l'action diplomatique de la Russie et puis même d'autres pays qui ont... Il y a même le président congolais Denis Sassou Nguesso qui avait envoyé son ministre au Mali, non, au Niger, puis à Alger, je pense à Alger, pour que, bon voilà, qu'il y ait ce genre de contact. Même si on l'a dû les y pousser, normalement, le bon sens devait leur imposer ça. Mais si on a dû les pousser, il faut maintenant qu'ils le fassent par conviction, de sorte que ces relations conflictuelles-là soient vraiment tout à fait apaisées désormais. Quoi. Après l'Algérie, est-ce qu'il faut espérer que les autres pays, considérés souvent comme étant des sponsors ou de base arrière des groupes terroristes, reviennent à de meilleures sentiments? Je veux parler de la Mauritanie, je veux parler du Tchad. Est-ce qu'il faut espérer que ces pays également... Oui, mais il faudrait que la Mauritanie rentre dans le moule, parce qu'il n'est pas exclu que demain le terrorisme se retourne contre la Mauritanie. Il n'est pas exclu. Il l'avait déjà expérimenté. Voilà, il l'avait déjà expérimenté. Et il ne faut pas oublier non plus que le Tchad, c'est une zone minée où pas les terroristes, mais les rebelles font des incursions au jour le jour. Et moi, je ne comprends même pas la posture de Mahamat Déby Itno, puisque son pays faisait partie du G5 Sahel. Or, l'ambition en créant le G5 Sahel, c'était de lutter contre le terrorisme. Pourquoi maintenant son pays peut servir de base arrière aux terroristes? C'est incompréhensible. Donc aujourd'hui, Mahamat Déby Itno, qui est en proie à des incursions des rebelles, a intérêt à s'assagir et à lutter efficacement contre le terrorisme, avec la mutualisation de toutes les synergies, de toutes les énergies dans cette zone-là. Moi, je pense que, y compris la Mauritanie, l'Algérie, l'AES, le Tchad, et même nos pays côtiers, comme le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, on a intérêt à ce que les voies soient communes pour agir. Parce que si on agit de manière individuelle, le terrorisme va prospérer de pays en pays. Or, si on mutualise les forces pour lutter contre ces voyous-là, je pense qu'on aura gain de cause, on aura des résultats beaucoup plus probants.